Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Pardon pour le retard, c'était involontaire. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour cette table ronde des GECO. Donc, ne perdons pas de temps. Au programme de ce début d'après-midi, l'organisation collective de notre temps, et en particulier la question du temps dévolu au travail. Donc on voit aujourd'hui à l'œuvre deux puissants facteurs de transformation, peut-être antagoniques, on va en discuter, qui viennent bousculer nos organisations. D'abord, la transformation numérique, qui devrait augmenter la productivité, permettre de dégager du temps libre, et puis ensuite, la transition écologique, qui passe peut-être à l'inverse par la réduction de la production. Donc le titre de cette conférence, c'est « Faut-il travailler plus, travailler autrement ou travailler moins ?» C'est ce que nous allons voir. Donc, on a 1h30 en compagnie de nos 3 intervenants. Donc, il y a tout à ma droite Pierre-Noël Giraud. Bonjour. Donc, je commence avec vous, car votre ouvrage Du pain et des jeux, une économie politique des usages du temps que vous avez publié en mars dernier, c'était chez Odile Jacob. Cet ouvrage, c'est en quelque sorte la source, l'inspiration de cette table ronde. Vous êtes professeur émérite d'économie à l'École des Mines et à l'Université Paris-Dauphine. À ma gauche, Alexandre Georgiev, qui est économiste lui aussi, à l'OCDE, je crois précisément à la division de l'emploi et des revenus. Donc vous nous apporterez l'analyse quantitative et comparée des transformations en cours. Enfin, je me tourne vers Cyprien Battu. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Institut Avant-Garde. Alors peut-être un mot de cet institut. L'Institut Avant-Garde, c'est un jeune think tank qui a été fondé il y a un tout petit peu plus d'1 an, et qui s'intéresse principalement à l'interaction entre politique publique et transition climatique. Voilà, donc on est au cœur de notre sujet avec vous. Donc on est parti pour 1h30 de discussion. L'idée, c'est que chaque intervenant commence par présenter ses travaux et ses réflexions sur le sujet. Puis ensuite, on a un temps d'échange où les 3 pourront peut-être revenir sur leurs interventions chacun. Et puis évidemment, on vous passera la parole, donc vous n'hésiterez pas à m'envoyer vos questions ou à me signaler si j'ai pas lu la question que vous vouliez poser. Et puis je commence tout de suite par vous donner la parole, Pierre-Noël Giraud. On vous écoute. Est-ce que ça marche? Oui, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Oui, je suis en effet à l'origine de cette conférence parce qu'un jour, je me suis dit, mais après tout, quelle est la ressource rare ultime? Eh bien, c'est le temps. C'est-à-dire, le temps, c'est la ressource rare ultime, c'est ce qui contraint à la fois nos activités collectives et nos activités individuelles. Bon. Alors, par conséquent, les usages que nous faisons de ce temps, encore une fois, autant au plan individuel que collectif, pour faire face aux défis qui sont les nôtres, me paraissait une question intéressante. Alors tout d'abord, il faut savoir que ces usages du temps, qu'on peut classer en 3 catégories, le temps de sommeil, plus les repas, plus le soin de soi, de quoi se mettre en situation de travailler, par exemple. Et ensuite, le temps de travail marchand, salariat, entrepreneuriat. Le temps domestique, qui vous allez le voir est très important. Le temps de travail domestique, puisqu'il reste, c'est le temps libre consacré à des loisirs. Bon. Alors, comment est-ce que ça, je vais commencer par là, a évolué au cours du 19e siècle, au cours du siècle précédent, pardon. Alors, entre 1920 et 2020, la productivité du travail a été multipliée par presque 20. C'est-à-dire le PIB par heure travaillée a été multiplié par presque 20. C'est la mesure de la productivité du travail. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait de cette énorme augmentation de la productivité du travail? J'ai été surpris de voir qu'en fait, on l'a divisé grossièrement en 2. Une partie pour obtenir une croissance quantitative qui a multiplié le PIB par habitant par 8,5, et l'autre partie à réduire le temps de travail par habitant. Et la moitié, les gains de productivité ont été partagés, 45% pour accroître la production et 75% pour réduire le temps de travail. Voilà, ce qui va un peu contre l'idée qu'on a été insatiable dans une consommation croissante. On aurait pu consommer beaucoup plus, produire et consommer beaucoup plus. Alors, comment ça explique cette baisse donc, il y a eu une baisse du travail qui, s'agissant de la baisse de la durée légale du travail, n'a été que
nous divisions par 1,5, alors que globalement, le travail par habitant était divisé par 2. Bon. C'est parce qu'il y a bien sûr aussi un phénomène qui est l'allongement de la durée de vie et l'allongement de la durée d'études. Et aussi bien les étudiants que les retraités sont considérés comme inactifs. Bon. Si bien que aujourd'hui, et ce chiffre m'a beaucoup frappé, selon les enquêtes de l'emploi de l'INSEE, dans la dernière, malheureusement, de date que de 2010, aujourd'hui, quelqu'un qui est dans les conditions actuelles d'espérance de vie, de durée du travail, etc., il ne passe que 14% de sa vie éveillée au travail. 14%. En 1920, c'était 20%. Et 30%, pardon. Et à l'époque de Germinal, pour un ouvrier, c'était 60%. Bon. Donc voilà deux mesures finalement de ce que nous avons considérablement déjà réduit la durée du travail, le temps occupé à travailler. Bon. Alors aujourd'hui, que faisons-nous de notre temps? Alors c'est l'enquête 2010, toujours l'enquête emploi du temps de l'INSEE. Alors, pour un adulte urbain moyen, et le calcul est fait sur une année moyenne. Bon. Il passe 12 heures aux soins de soi, sommeil, repas, etc., je l'ai dit. Mais ensuite, il passe 3h45 à travailler par semaine. Plus pour les hommes, 4h53, un peu moins pour les femmes, 2h37. Le travail domestique, alors qu'en moyenne, le travail marchand représente 3h45, le travail domestique représente 3h22, quasiment autant. Et les loisirs, 5h12. Et évidemment, le travail domestique est encore très inégalement partagé entre hommes et femmes, puisque les femmes n'y consacrent que, les hommes n'y consacrent que 2h36 et les femmes 4h et quelques. Voilà. Alors, ce que je me propose, pour ouvrir les débats, d'aborder la problématique. Que devons-nous faire de notre temps pour faire face aux défis? Alors, dans mon livre qui a été cité, c'était les défis écologiques, bien sûr, mais aussi les défis de maîtrise de la révolution informatique et le défi des inégalités. Alors, je ne parlerai que du premier, éventuellement des inégalités s'il y a un peu de temps. Donc, nous avons pas mal d'analyses de ce que coûterait financièrement la transition. Bon, le rapport Mahfouz, c'est Pisani, mais il n'y a pas d'analyse sur ce que ça coûterait en termes d'usage du temps, de ce que ça représenterait en termes d'usage du temps. Donc ce que je vais vous dire est assez qualitatif, il n'y a pas de chiffres pour l'instant, mais il me paraît tout à fait évident que pour réussir les transitions écologiques, il va falloir consacrer beaucoup plus de temps à l'agriculture. Une agriculture biologique qui donne des produits sains et qui respecte l'environnement va demander plus de bras, plus de temps. Pour fabriquer de l'énergie décarbonée, c'est pareil. Si il fallait moins de temps pour fabriquer un kilowattheure renouvelable qu'un kilowattheure à charbon, ben on l'aurait déjà fait. Bon. Donc, on va passer plus de temps à décarboner notre énergie. Ensuite, pour la fabrication, ce que tout le monde appelle des objets, mais qui soient durables, recyclables, réparables, etc., initialement, ça va prendre plus de temps. Le smartphone jetable tous les 2 ans, ça coûte moins cher que ce dont je parle. Donc, dans un premier temps, pour avoir des objets durables, on va commencer à devoir travailler plus. Bon. Alors, tout ça me laisse penser qu'il va falloir consacrer beaucoup plus de temps aux soins de la nature, appelons ça comme ça. Mais plus généralement, nous savons tous qu'il va falloir aussi consacrer beaucoup plus de temps aux soins des autres, en particulier des personnes âgées, mais aussi des enfants. Bon. Donc finalement, il va falloir consacrer beaucoup plus de temps à ce qu'on peut qualifier d'activité de soins. Bon. Alors, où trouver ce temps? Heureusement, il y a la révolution informatique, l'intelligence artificielle générative et tout ça, qui va
rendre inutile le temps de 80% des conseillers de chez McKinsey, par exemple. Mais de manière plus générale, de tous les gens qui manient des informations et les transforment en d'autres informations, qui ne manient pas la matière et l'énergie. Eux, on leur a épargné des efforts par la robotisation. Mais là, c'est la robotisation des tâches intellectuelles. Ça peut toucher potentiellement énormément de monde. Je pense que nos invités en diront peut-être quelque chose. Donc il y a un gisement. Tant mieux. Ça veut dire que s'il faut travailler plus dans le soin, on ne va pas être obligé de prendre ça sur les loisirs. Mais à condition qu'il y ait un déversement entre ce secteur qui va perdre des emplois vers les secteurs du soin. Or, alors que c'était facile de transformer un paysan en ouvrier, puis un ouvrier en col blanc de plus en plus diplômé, là, il va s'agir de transformer un employé municipal territorial en infirmier ou en instituteur. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais encore mieux, il va falloir transformer le consultant de chez McKinsey qui a fait HEC, parce qu'il va se mettre à faire un bullshit job, comme on les a appelés. C'est très difficile de l'imaginer en nouveaux paysans, parce qu'on va avoir besoin de nouveaux paysans. Peut-être en enseignant, mais pas forcément en infirmier non plus. Donc il se pose, à mon sens, un gigantesque problème de formation, et il se pose dans des termes un peu différents de ceux qu'il a fallu faire pour assurer la civilisation industrielle, puis post-industrielle. Voilà où j'en suis. Ben, oui, ça va, j'ai encore 3 minutes. Alors, quelques mots. Donc, s'il faut répondre à la question, je dirais, malgré tout, probablement, il faut travailler plus. Mais comme je vais y venir, il faut travailler autrement. Parce que les métiers du soin, dans les métiers du soin, il y a forcément une interaction directe avec la nature, avec l'autre, etc. Tout est dans la relation. Tout est dans la relation. Bon. Et l'expérience montre que fournir une activité qui est dans la relation, c'est un peu incompatible avec la recherche du profit maximal. Il suffit de penser aux EHPAD privés. Les EHPAD publics, ce n'est pas forcément mieux, mais parce qu'ils ont une contrainte budgétaire. Mais ils agissent dans le cadre de leurs contraintes budgétaires, alors que dans les EHPAD privés, ils ajoutent la marge de profit. Bon. Donc ça voudrait dire que pour basculer vers ces activités du soin, y compris le soin de la nature, il faut déplacer significativement la sphère entre activité publique et activité privée conduite par le profit. Alors, moi je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut confier beaucoup plus de choses à l'État. Moi je crois beaucoup à un système qui combine les avantages de la compétition et de non-profit, qui est que l'État lance des appels d'offres et met en compétition des ONG pour réaliser pendant un certain temps un certain nombre de tâches de production de biens publics, etc. Et puis au renouvellement du contrat, elles sont en compétition sur la base de critères qui sont la qualité de la relation, qui ne sont pas le profit, ni même le coût. Le coût a été fixé. Bon. Mais ça introduit, vous voyez, une compétition entre organisations de la société civile, alors que le financement est étatique et que la relation n'est pas perturbée par la recherche du profit. Voilà. Alors, évidemment, ça supposerait enfin, et j'en termine par ça, une refonte totale de la fiscalité. Bon. Parce que imaginons que ce secteur dont je viens de parler, du soin, c'est 50% du PIB, et tout le reste, le secteur marchand, etc., c'est 50% du PIB. Ben, ce n'est pas du tout difficile à financer. Il faut prendre, puisque le PIB, c'est la somme des revenus, il faut taxer la moitié des revenus, de tout. Hop. Et de chacun, pas ceux qui sont dans le privé seulement, de ceux qui sont dans le public aussi. Il y aurait en gros une moitié dans le secteur du soin et l'autre moitié dans le secteur compétitif acharné. Et donc ça ne pose pas de problème de fond, mais ça pose des problèmes pratiques. C'est-à-dire
Donc il faut augmenter la fiscalité, mais comment ? Il faut l'augmenter assez considérablement par rapport à aujourd'hui. Bien sûr, nous parlons d'un processus de 30 ans. J'ai oublié de le dire, mais tout ce que je vous dis, et c'est pour ça que je parle en premier, c'est un horizon. Et je viens simplement d'évoquer ce qu'il faudrait faire. Voilà, déjà reste là, merci. Merci beaucoup Pierre-Noël Giraud. Donc on a bien compris, travailler plus et surtout travailler différemment et basculer toute une partie de la production, enfin de l'activité vers le soin, des activités lentes et pas forcément rentables. Bon, alors la question évidemment maintenant, c'est de savoir si cette évolution que vous dessinez, que vous espérez à horizon 30 ans, est peut-être en cours, à peine commencé. Et donc là maintenant, je me tourne vers Alexandre Georgiev qui va nous répondre puis décrire précisément les transformations des emplois qu'on peut d'ores et déjà observer sous le coup de ce dont on a commencé à parler, les avancées technologiques et puis la transition bas carbone. Donc Alexandre Georgiev, je le répète, vous êtes économiste à la division de l'emploi et des revenus de l'OCDE. Et puis je vous passe la parole. Merci. Donc je vais effectivement rebondir sur cette question des transitions, du changement de la structure en fait, du tissu économique et de la structure des emplois entre les secteurs et entre les professions. Vers d'où à où faudrait-il bouger les salariés pour avoir une économie et un système de production en accord avec à la fois les enjeux de la transition écologique, les enjeux de la transition numérique et les enjeux de la transition démographique avec le vieillissement de la population. J'en profite pour faire une petite parenthèse et dire qu'à l'OCDE, on se penche régulièrement évidemment sur ces questions et on a la publication annuelle sur les problématiques de l'emploi qui s'appelle les perspectives de l'emploi. Le numéro d'il y a 2 ans était spécifiquement sur la transition numérique et l'intelligence artificielle. L'année dernière, on avait un volume sur la transition écologique et là, à venir, en été, il va sortir un volume sur la transition démographique. Donc comme je vais principalement, en fait, ce que je vais vous raconter vient principalement de ces travaux, je ne vais pas trop aborder la transition démographique encore parce que c'est des travaux à venir, mais je vais me concentrer sur les 2 premières transitions que j'ai évoquées, transition écologique et numérique. Donc, j'avais prévu de vous montrer quelques chiffres, finalement ça ne va pas être possible, mais je vais quand même essayer de les dire sans que ce soit trop ennuyeux. Donc évidemment, ces questions de l'impact de ces transitions sur l'emploi, ça agite régulièrement le débat public. Il y a souvent, quand on parle de la transition numérique, il y a la question qui revient souvent, est-ce que c'est la fin du travail humain? Est-ce qu'on va pouvoir se passer de travailleurs humains? Donc ça, c'est une première question que j'aimerais aborder. En ce qui concerne la transition écologique, la question qui revient souvent, c'est plus est-ce qu'on est équipé en termes de compétences, en termes de type d'emploi, en termes de compétences disponibles en fait, pour faire face à ces enjeux majeurs de transition, de conversion d'économie vers une économie plus verte. Donc, à la première question, est-ce que c'est la fin du travail humain? Est-ce qu'on doit voir dans un moyen terme tous nos emplois être remplacés par des machines? Je répondrai clairement, il y a peu de chances. Ça paraît quand même peu probable. Donc que ce soit la transition écologique ou numérique, les effets agrégés en termes d'emploi au total sont très difficiles à prédire, mais on ne devrait pas pouvoir se passer de travail humain prochainement, et comme l'a dit Pierre-Noël, parce que même si certaines professions sont effectivement à risque de disparition, notamment certains bullshit jobs dont parlait Pierre-Noël, on peut espérer aussi que certaines professions dans l'extraction de charbon, de pétrole soient à risque de disparition, mais ça c'est un choix politique, ça dépend de la mesure dans laquelle on met effectivement en œuvre la transition climatique, même si les objectifs sont clairement affichés. Donc certains emplois vont disparaître, ok, mais on va avoir d'autres emplois qui vont se développer à l'inverse dans certains secteurs. Donc Pierre-Noël a évoqué le secteur du soin avec la transition démographique. Encore une fois, il y a un choix politique derrière. Il va y avoir une demande. Va-t-on mettre l'offre en face? Il y a des contraintes budgétaires, il y a des choix politiques. Donc il y a beaucoup de politique dans tout ça. C'est pas des choses qui sont données tout seules. Il y a des choix politiques à faire. Mais bon, on peut se dire qu'effectivement, des secteurs vont se développer. Donc, outre le soin, en fait, ça va assez loin, en fait, dans le tissu économique et dans la variété des secteurs. On peut penser déjà à un certain nombre de secteurs qui sont liés à l'introduction et à l'exploitation des nouvelles technologies. Par exemple, entraîner, contrôler les algorithmes d'intelligence artificielle, les rendre exploitables ensuite par le grand public ou par d'autres secteurs.
Donc ça, c'est le genre de nouveaux métiers, de nouvelles professions qui sont en train de se développer. On a aussi, si on regarde la transition écologique, on peut penser à tous les métiers qui sont liés à directement en fait aux nouvelles technologies vertes, les gens qui sont responsables de l'installation, je sais pas, des panneaux solaires, des pompes à chaleur, les gens qui sont analystes, spécialistes du commerce du carbone. Enfin, il y a un certain nombre de professions nouvelles qui émergent en fait avec ces transitions et qui sont en train d'émerger. Mais ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que quand on parle de développement d'activités et de création d'emplois, on parle aussi de secteurs et de métiers qui existent déjà. Et qui vont se développer de manière indirecte du fait de ces transitions, par un effet, par une forme d'impulsion du fait que c'est des métiers qui indirectement vont être en grande demande. Par exemple, imaginons que l'IA permette de développer des algorithmes qui soient extrêmement efficaces pour individualiser précisément les programmes scolaires ou les programmes de soins. Ça, c'est typiquement des applications d'IA que tout le monde s'accorde pour dire que ce serait plutôt une bonne chose. On peut imaginer que de nouveaux métiers dans le secteur, dans l'activité de l'éducation ou du soin, seraient nécessaires pour designer ces programmes, pour les contrôler, pour faire en sorte qu'ils fonctionnent bien, les mettre en œuvre. Donc en fait, il y a toute une forme de... C'est ça, il y a tout un de nouveaux champs en fait de croissance potentielle d'emploi qui vont bien au-delà des nouvelles activités qu'on peut penser à première vue quand on parle IA, quand on parle transition écologique. Même chose en transition écologique, on parle beaucoup de la rénovation thermique des bâtiments. C'est pas un nouveau métier de travailler dans la rénovation des bâtiments. Ça reste des ouvriers de la construction. Alors certes, il va y avoir une demande croissante et un besoin de changer l'orientation de ces métiers-là, de la construction de logements neufs vers la rénovation thermique, mais ce sont encore une fois des activités qui existent déjà. Donc voilà, je voulais insister là-dessus. Alors certains métiers risquent de disparition, certaines activités qui vont se développer, mais en grande partie des activités en fait qui existent déjà. Il y a une chose par contre qui est sûre, donc on voit avec ces différents équipes qu'on ne sait pas en termes de création, est-ce qu'il va y avoir plus ou moins d'emplois. Là, c'est là-dessus que je serais plus agnostique que Pierre Noël. Je répondrais plus, on ne sait pas trop, ça dépend de pas mal de choses et c'est compliqué d'avoir une conclusion très claire dès maintenant. Par contre, quoi qu'il arrive, les métiers vont se transformer, beaucoup de métiers vont se transformer et vont beaucoup se transformer. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. Parce qu'en fait, si on prend l'exemple de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, en général, ces technologies, elles automatisent une partie des tâches qu'effectuent les salariés et les travailleurs. Elles automatisent rarement la totalité des tâches. Et donc finalement, les métiers se transforment pour se concentrer sur les tâches que la technologie ne sait pas faire. Et ça, c'est une réorientation effectivement du travail et des métiers dans un sens qui est plus intensif en travail, donc qui utilise plus effectivement les spécificités de l'humain par rapport à la machine. Donc quelque part, il y a des transformations des métiers qui vont vers ce que la technologie ne sait pas faire. Donc ça, c'est une première transformation des métiers qui est à l'œuvre depuis le processus d'automatisation a commencé, depuis la révolution industrielle, depuis le milieu du XVIIIe siècle. C'est une force qui est là depuis un moment. Après, en termes de transformation, il n'y a pas effectivement aussi pas seulement en termes d'automatisation, mais en termes de transition écologique. Je viens d'évoquer l'exemple de la construction. Effectivement, on va avoir besoin d'une forme de transformation des métiers, peut-être de réorientation de construction de logements neufs vers rénovation thermique. On peut penser aussi à un grand nombre d'autres métiers qui peuvent être transformés du fait de cette transition écologique. Pierre Noël parlait des agriculteurs. On peut penser aux architectes, on peut penser aux plombiers, on peut penser à un grand nombre de métiers en fait en lien avec toutes les transformations qui vont être opérantes avec la transition écologique. Donc voilà, je voulais insister là-dessus. Je travailler plus, travailler moins, difficile à dire, mais ce qu'on constate pour le moment et ce qui est central, c'est travailler autrement. Travailler autrement, et la question, je pense, qui devrait nous occuper, plutôt que de savoir si c'est la fin du travail humain qui est à venir, c'est plutôt travailler autrement pour qui va devoir travailler autrement, et comment faire en sorte que la transition se passe bien.
comment apprendre à ceux qui vont devoir changer leur métier à travailler différemment. Et la question est d'autant plus pressante et problématique que quand on regarde qui est en première ligne par rapport à ces transformations du marché du travail, ce sont les travailleurs peu qualifiés. Les travailleurs peu qualifiés sont ceux qui sont le plus exposés au risque d'automatisation. Donc à l'OCDE, les collègues ont fait un travail pour essayer de regarder le risque d'automatisation et de transformation majeure par les technologies pour les différents types de secteurs, de professions et de salariés. Et ils trouvent que les travailleurs peu qualifiés sont les plus à risque de voir leur métier automatisé. Ça ne veut pas dire que leur métier va disparaître, encore une fois. Ça veut dire que leur métier va se transformer davantage. Quand on dit automatisé, c'est automatisé en termes de tâches, la proportion de leur travail qui va être faite par une machine. Donc, en gros, les travailleurs peu qualifiés vont avoir leurs emplois qui vont être à plus grand risque de transformation. Donc, ils sont déjà plus vulnérables à ce niveau-là. On ajoute à cela que ces travailleurs peu qualifiés sont ceux qui suivent le moins de formations professionnelles, qui sont les moins... qui ont la probabilité la plus faible de suivre des formations professionnelles pour plusieurs raisons. D'abord parce que les formations qu'on leur propose ne sont pas toujours adaptées à leur parcours et à leurs besoins, et aussi parce que ce sont en général des gens qui sont exposés à des barrières à l'emploi qui sont diverses et complexes, et c'est plus difficile de se motiver à suivre une formation quand derrière on sait qu'on a encore beaucoup de barrières à franchir pour trouver un emploi correct. Donc voilà, une première idée, c'est ça, c'est travailler, essayer de... La question centrale, la question qui est d'ailleurs une vraie question de politique publique, comment aider les travailleurs peu qualifiés à faire les transitions des emplois d'hier et d'aujourd'hui à ceux de demain. Donc je ne sais pas combien de temps il me reste. Pardon. En fonction de ça, à 2 minutes. Juste pour les 2 minutes qui restent, je vais essayer d'élaborer un peu sur les politiques publiques qu'on peut imaginer, plutôt utiliser, parce qu'elles existent déjà, pour faire face à ce besoin de transition. Alors d'abord, une chose importante, c'est anticiper les besoins en compétences à l'avance. Donc c'est important de faire des bilans de prospectifs en partenariat avec les employeurs, avec les politiques, pour essayer de savoir les besoins en compétences qui vont être induits par ces transitions, pour ne pas se retrouver finalement au moment venu avec un déficit de compétences. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment en amont. Ensuite, une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, qu'on connaît les compétences à mettre, dont on doit disposer, faire en sorte de doter les travailleurs des compétences nécessaires. Donc là, c'est important aussi d'intervenir de façon à un stade quand même assez tôt dans le parcours professionnel, de ne pas attendre qu'un travailleur soit licencié d'un emploi polluant ou d'un emploi obsolète, point de vue technologique, pour commencer à se dire pour commencer la reconversion. C'est vraiment d'aller chercher avant le licenciement, avant la restructuration des entreprises, de savoir qui potentiellement est à risque et d'anticiper vraiment les besoins de formation et essayer de les mettre en œuvre tôt. C'est vraiment essentiel. On peut aussi penser aux politiques qui visent à soutenir les moyens de subsistance des travailleurs dans ces transitions. Alors il y a 2 choses. Là, il y a soutenir dans les potentielles périodes de chômage et d'inactivité au sens où si le chômage expire, donc faire en sorte que les gens aient les moyens de chercher un emploi et de suivre des formations dans des conditions sereines. C'est essentiel. Et on peut aussi penser, parce qu'il y a aussi un phénomène qu'on a documenté dans les dernières perspectives de l'emploi, qui est que les emplois polluants sont des emplois qui payent bien. Et en général, il y a une potentielle perte de salaire associée à une reconversion d'un emploi polluant à un emploi plus vert. Donc on peut penser à des assurances salariales qui seraient des mécanismes qui comblent ce déficit de salaire pour permettre aux salariés de ne pas perdre de revenus lors de ces transitions. Peut-être une dernière chose à dire, c'est les régions
les régions les régions dans lesquelles les emplois polluants sont concentrés ne sont pas les mêmes que les régions qui vont potentiellement être dynamiques dans la création d'emplois verts. Donc il y a tout un travail d'aide à la mobilité, il y a tout un travail et puis même pas que les emplois verts, en fait, les régions dynamiques économiquement en termes d'emplois, de nouveaux emplois créés. Donc il y a tout un travail en fait d'aide à la mobilité pour faire en sorte de faire le lien entre les lieux où les emplois disparaissent et deviennent obsolètes ou sont amenés à disparaître, et les lieux où les besoins en emploi sont les plus dynamiques. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous remercie. Merci beaucoup Alexandre Georgiev. Donc on est assez loin du rêve de la bascule de tous nos emplois vers le soin de la terre et du prochain que nous avait vendu Pierre-Noël Giraud. On deviendra tous techniciens des pompes à chaleur. Peut-être que vous, Cyprien Battu, vous allez nous dire si la réduction historique du temps de travail pourrait se poursuivre et peut-être avec elle des effets sur la transition écologique. On vous écoute. Merci beaucoup et merci beaucoup à l'organisation des GECO parce que c'est plutôt bien organisé. Effectivement, je vais compléter les interventions de Pierre-Noël Giraud et Alexandre Georgiev en allant sur une lorgnette un peu plus petite qui est la question de la régulation du temps de travail. Et en fait, derrière ça, la question de qui décide du temps travaillé. Parce que la plupart du temps, le temps travaillé, il est contraint. Et donc, je voulais aujourd'hui vous parler de la régulation du temps de travail et avec une idée importante que je voudrais communiquer, c'est que quand on parle de régulation de temps de travail, en fait, on parle de la frontière entre ce qui est la vie privée et la vie professionnelle. En fait, Pierre-Noël, vous en avez déjà dit quelques mots tout à l'heure. Déjà, qui régule le temps de travail ? D'abord, l'entreprise, parce que on l'oublie souvent, mais l'entreprise, c'est un lieu de travail en commun, de travail en équipe. Et au fur et à mesure que l'entreprise gagne en taille et que son activité gagne en complexité, elle a besoin de coordonner les activités d'une multitude d'acteurs, d'une multitude de travailleurs. Et pour ça, la meilleure façon de le faire, c'est de les mettre en même temps sur le lieu de travail. Et en fait, le premier usage, la première régulation de temps de travail, c'est une régulation privée par l'entreprise qui veut réunir ses salariés, qui veut ordonner leur cadence et leur travail en commun. Deuxièmement, la deuxième utilité de cette régulation privée du temps de travail, ça va être de s'adapter au rythme économique, c'est-à-dire de répondre aux changements de la demande et du coup de faire varier son activité d'une journée, d'une semaine ou d'un trimestre à l'autre. Et la régulation du temps de travail, ça permet aussi de faire ça. En face de cette régulation privée du temps de travail, il y a une régulation publique qui vient en fait se superposer à cette régulation privée et qui vient en quelque sorte la limiter. Pourquoi ? Parce que on est dans une situation, une relation d'emploi, une relation de salariat, où peut y avoir des relations inégales entre l'employeur et le salarié. Et il y a aussi une possible désadéquation entre les rythmes humains et les rythmes économiques. Donc il y a un risque, quand on fait uniquement de la régulation privée du temps de travail, de surtravail. Et donc ça, c'est un des risques, mais le deuxième risque, c'est aussi la situation de sous-travail. Et quand on s'intéresse par exemple à la situation du temps partiel contraint, c'est évidemment très important. Donc il y a eu un développement, et ça c'est une histoire assez longue, d'une régulation publique qui vient du temps de travail, qui vient justement limiter et qui vient de changer la frontière entre ce qui est vie privée et ce qui est la vie professionnelle, en mettant des limites par exemple sur le temps travaillé par semaine, le temps travaillé par jour, ce qui est le travail de nuit, le travail de jour, ce qui est qu'est-ce que c'est des horaires de travail excessifs, etc., etc. Quand est-ce qu'on peut parler d'heures supplémentaires ? Est-ce qu'il faut compenser plus les heures supplémentaires par rapport aux heures usuelles, etc., etc. Et en fait, l'histoire de cette régulation publique du temps de travail, donc du coup de qui décide du temps de travail, elle est extrêmement ancienne. Elle est concomitante avec l'émergence du salarié au XIXe siècle. Les premières luttes sociales sur le temps de travail, elles sont sur le temps de travail. Elles sont sur est-ce qu'on doit réguler le nombre d'heures travaillées par jour ? Est-ce qu'on doit avoir maximum 12 heures de travail par jour ? Et en fait, quand on regarde les premières luttes sociales, les premières manifestations avec la révolution industrielle, c'est sur ça. On veut maximum 12 heures travaillées par jour. Ensuite, ça a été 10. Ensuite, ça a été 8.
de telle sorte que quand on regarde par exemple dans les premières demandes de la deuxième internationale, il y a la journée de 8 heures, c'est les fameux 3-8, et la journée de 8 heures, ça se transmet en la semaine de 48 heures. Et donc, la régulation de temps de travail et son histoire, à l'origine, c'est avant tout une question de qualité de vie au travail et de conditions de travail. Éviter les horaires excessifs. En 1919, on a la journée de 48 heures en France. Et au même moment, un des premiers textes de l'Organisation internationale du travail, c'est un texte sur le temps de travail, justement. Et justement pour promouvoir une norme de semaine de 48 heures pour l'ensemble des pays développés. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire à partir de 1919, ça a été une extension du domaine de cette régulation de temps de travail. Parce qu'on est passé des horaires excessifs par jour ou par semaine à la question de la régulation de temps de travail et de la limite du temps de travail sur l'année. Et la question des congés payés, ça c'est 1936. En 1936, on passe aussi à une semaine de 40 heures. Donc on voit que c'est pas qu'une question d'épuisement physique, c'est une question de est-ce qu'on a le droit dans une année de sortir du cadre du travail. Et cette tendance, elle continue après 45, où on a plus de congés, on passe aux 39 heures. Mais avec, dès les années 70, là encore, une nouvelle extension du domaine de la régulation du temps de travail, où on parle plus seulement de la régulation du temps de travail comme une politique de conditions de travail et de qualité de vie au travail, mais plus que ça. On lui donne aussi un rôle redistributif. Et ça, en fait, Pierre-Noël vous a déjà évoqué le sujet tout à l'heure. C'est-à-dire que la question de la régulation du travail, ça devient aussi la question du partage des gains de productivité. Est-ce qu'on doit consacrer ces gains de productivité à augmenter la production, encore et encore, ou est-ce qu'elle doit se transmettre en moins d'heures travaillées par semaine, par année, par jour. Oui, je ne sais plus où j'en étais. Oui. Et à partir des années 70, cette question de redistribution, des effets redistributifs de la régulation du temps de travail, elle va vers la notion de partage du travail. Travailler moins pour travailler tous. Et ça, pourquoi les années 70 ? Parce qu'évidemment, on a au même moment la question du chômage de masse. Et on se dit, si tout le monde travaille moins, on pourra tous travailler ensuite. Mais cette extension, en fait, elle continue encore et encore. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de régulation de temps de travail, on parle aussi de compétitivité. Il faut écouter les discours qu'on a depuis 1998 autour des 35 heures. Mais on parle aussi, encore plus récemment, de décarbonation. Donc on voit qu'il y a un processus d'extension de ce que signifie réguler le temps de travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle encore de est-ce qu'on doit travailler plus, moins, et qu'on le lie directement à des notions comme la transition écologique. Déjà, il faut dire, et Pierre-Noël l'a très bien dit tout à l'heure, ces effets redistributifs du temps de travail, il est plutôt effectif. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde l'évolution du temps travaillé moyen depuis les années 50, on est passé de plus de 2400 heures en rythme annuel par travailleur à autour, aujourd'hui en moyenne, entre 1400 et 1600 en fonction du pays dont on parle en Europe. Donc ça, on peut déjà voir qu'il y a... Et en même temps, on a eu une augmentation du taux d'emploi. Donc on peut se dire, là, c'est une situation claire où il y a eu un partage du travail. On a travaillé moins pour travailler tous. Est-ce que c'est vraiment le sens qu'il faut donner à cette évolution ? Je ne suis pas si sûr, parce qu'en fait, cette évolution, ça a été majoritairement en fait, un changement, l'entrée des femmes dans le salariat. Et en fait, cette entrée-là, elle s'est faite par, du coup, l'entrée de beaucoup de personnes et du coup, de l'augmentation du taux d'emploi, mais souvent à temps partiel, ce qui fait qu'il y a un effet de composition et le temps moyen travaillé par personne, il baisse. Mais en fait, c'est juste une transformation de travail domestique en travail salarié. Donc c'est un peu, en partie un artefact statistique. Ensuite, quand on regarde en théorie, est-ce qu'on peut travailler moins et travailler tous ? Au premier abord, ça peut paraître évident. C'est-à-dire que si c'est la même chose que 2 personnes travaillent 20 heures et une personne travaille 40 heures, alors effectivement, quand on réduit le nombre d'heures travaillées par personne, on peut y avoir plus de personnes qui travaillent. Mais est-ce que c'est tout à fait vrai ? Pas forcément. Parce que, d'une part,
les heures par travailleur et le nombre de travailleurs ne sont pas des substituts parfaits. En fait, parce qu'il y a des coûts fixes. Le fait d'avoir 2 travailleurs plutôt qu'un seul, c'est plus coûteux. Il y a des effets aussi d'apprentissage, c'est-à-dire quand je travaille 40 heures par semaine sur une tâche, je suis un peu plus efficace à cette tâche-là. Et ensuite, la plupart des politiques de réduction de temps de travail, si on veut parler concrètement, elles se font à salaire constant. Ça veut dire qu'en fait, quand on réduit le temps de travail, on augmente le salaire horaire. Donc, si on prend uniquement ces 2 effets-là, on a envie de dire que la politique de réduction de travail, une politique de réduction de temps de travail, ça va au contraire baisser l'emploi. Le problème, c'est c'est pas si simple parce qu'il y a d'autres effets. Il y a aussi un effet de possiblement la productivité horaire. Si réduire le temps de travail, et je vous rappelle que ça a été toujours réguler le temps de travail, ça a toujours été le premier sujet, ça a toujours été les conditions de travail. Donc, si on réduit le temps de travail et que ça augmente les conditions de travail et les qualités de vie du travail, on peut avoir en fait une augmentation de la productivité horaire. Donc ça va compenser ce premier effet. Ensuite, il y a des effets d'offre de travail, c'est-à-dire si le travail devient moins pénible, plus agréable, on va avoir de nouvelles personnes qui vont venir sur le marché du travail. Et ces personnes-là, grâce à un revenu plus élevé, elles vont aussi pouvoir consommer plus. Troisième chose, l'entreprise, elle n'a pas qu'une seule marge d'ajustement, elle n'a pas que l'emploi pour ajuster. Elle peut aussi augmenter les prix, elle peut aussi augmenter les cadences, du coup la productivité horaire. Et en fait, quand on regarde les études qui regardent empiriquement ce qui s'est passé quand on a fait des politiques de réduction de temps de travail, par exemple, quand on est passé des 39 heures aux 35 heures, quand il y a des pays qui ont fait d'autres réformes, mais en fait, il y en a eu beaucoup de ces réformes-là depuis les années 50. Et il y en a eu une première vague à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et une deuxième vague à partir des années 90 parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la directive européenne du temps de travail. Donc il y a une directive européenne qui a dû être adaptée dans la plupart des droits européens des pays. Quand on regarde ces différents événements, on se rend compte que les politiques de réduction de temps de travail, elles ont un effet très clair, et heureusement d'ailleurs, c'est que ça réduit le temps travaillé par personne. Très bien. Et ça réduit aussi le nombre de personnes qui travaillent au-delà d'un certain nombre d'heures, c'est-à-dire qui travaillent trop d'heures par semaine. Par contre, quand on regarde les effets sur les autres variables macroéconomiques, au niveau micro ou au niveau méso, c'est-à-dire sectoriel ou au niveau macroéconomique, on n'observe pas vraiment d'effet. En fait, les études sont complètement contradictoires. On a des études qui vont vous dire que ça va avoir un impact négatif. Il y en a d'autres qui vont dire que ça n'a pas d'effet. Il y en a d'autres études qui ont des effets un peu positifs. Mais dans tous les cas, en fait, il y a toujours un effet sur la réduction de temps travaillé, mais un effet en fait faible, quel que soit le sens qu'il a, cet effet. Et en fait, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas le sens de un petit peu positif, un petit peu négatif, c'est en fait, il y a un petit effet. Et c'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on réduit le temps travaillé, il y a des effets qui vont compenser le possible coût par exemple, l'augmentation du coût du travail. Parce qu'il y a un petit peu d'augmentation de la productivité horaire. Il y a effectivement peut-être un ajustement des prix du côté des entreprises, qui fait qu'en fait, c'est pas le travailleur qui... Et l'ajustement ne se fait pas sur les travailleurs, sur l'emploi, mais en fait sur le consommateur. Et quand on regarde aujourd'hui, non pas la question de travailler tous pour travailler moins, ce dont je viens de vous parler, mais la question de travailler tous pour polluer moins, on rencontre en fait des effets assez similaires. Aujourd'hui, il y a plusieurs économistes, notamment du côté plutôt du mouvement décroissant, qui vont dire ce qu'il faut faire, une politique de régulation de temps de travail, ça permet de partager les gains de productivité. Et si aujourd'hui on produit moins, si on transforme ces gains de productivité en loisirs, on va aussi polluer moins. Mais là encore, on peut se demander si c'est vraiment une marche très, très utile, si vraiment on peut réguler le temps de travail et faire moduler le temps de travail pour arriver à ce résultat-là. Pourquoi ? Parce que d'abord, d'une part, les loisirs ne sont pas non polluants, donc il y a possiblement un effet rebond. Deuxièmement, on n'a pas tant de gains de productivité aujourd'hui, donc c'est difficile de le redistribuer ensuite. Et en fait, quand on veut, par exemple, dépolluer le processus de production, ce qui va être plus évident, ça va être de changer la façon dont les déplacements travail et domicile sont faits, sur l'utilisation de matière et d'énergie dans le processus de production, comment sont chauffés les bâtiments du lieu de travail, etc. Mais
Dans tout ça, les politiques de régulation de temps de travail, sur est-ce qu'on, par exemple, on fait la semaine de 5 jours ou la semaine de 4 jours, ça reste extrêmement marginal. La semaine de 4 jours, peut-être que ça va réduire les déplacements de domicile de travail, mais en fait, si on fait du télétravail, ça va avoir exactement le même effet. Et en fait, mon message aujourd'hui, en fait, il est assez simple. C'est-à-dire que quand on parle de régulation de temps de travail, on parle de conditions de travail, on parle de qualité de vie au travail, et au final, on essaye souvent de donner un rôle plus large à cette régulation de temps de travail, parce qu'on l'imagine comme une politique redistributive. On reparle encore de politique de redistribution des gains de productivité. Et aujourd'hui encore, on peut avoir des politiques qui proposent de travailler plus pour pouvoir financer la transition, mais directement, c'est-à-dire on augmente le temps, on réduit 2 ou 3 jours fériés, et ça nous permet de gagner plus d'argent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les politiques de réduction de temps de travail, ou les politiques de régulation de travail plus largement, que ce soit en augmentant ou en baissant le temps de travail, ce n'est pas des politiques de redistribution très efficaces. Et ça, quand on regarde la plupart des travaux empiriques sur le sujet, ça va plutôt dans ce sens-là. Et donc, on aurait intérêt à restreindre la question de la régulation de temps de travail sur la question de la qualité de vie au travail. Et juger, par exemple, l'effet de est-ce qu'on doit faire la semaine de 4 jours à cette aune-là. C'est-à-dire, est-ce que les salariés sont satisfaits de cette transformation? Est-ce qu'ils se sentent mieux? Est-ce qu'ils sont contents de ce qui s'est passé? Et ce serait peut-être un gain de compréhension et de discussion autour de ces sujets-là. Voilà. Merci beaucoup, Cyprien Battu. Donc, il est maintenant 14h50, le moment d'ouvrir la discussion. Après vous avoir écouté tous les trois, j'ai quand même le sentiment, je vais le dire un peu brutalement, mais j'ai le sentiment que Pierre-Noël Giraud rêve, et puis que vous, Alexandre Georgiev, Cyprien Battu, vous venez un peu couper les ailes de l'espoir. Vous dites deux choses. D'abord que la transition écologique, en réalité, elle n'a pas vraiment commencé quand on regarde les emplois. Et que peut-être que les emplois vont se transformer, mais que le travail ne se transformera pas pour autant et l'entreprise non plus. Donc bon, très bien. Et vous, de votre côté, Cyprien Battu, vous nous avez montré qu'il ne fallait pas attendre de la réduction du temps de travail un quelconque effet écologique, qu'en fait, travailler moins, c'est important, mais ce n'est simplement que travailler moins, donc ça rend juste le travail moins pénible. C'est ce qui n'est pas rien, mais ce qui ne nous met pas non plus complètement du côté de la transition écologique. Donc on est loin de réussir, je trouve, encore à envisager la grande transformation à venir de notre temps et de notre travail collectif. Et donc, je me tourne vers vous, Pierre-Noël Giraud. Est-ce que vous êtes un doux rêveur ou est-ce que vous avez quelques incitations concrètes que vous pourriez imaginer pour réaliser cette grande bascule collective de notre temps vers l'écologie et le soin? Concrètement, si vous nous dites on a horizon 30 ans, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait demain? Plutôt aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en place comme incitation? Oui, alors c'est une critique qu'on m'a beaucoup faite et que j'accepte. Je dis ce qu'il faudrait faire, à mon avis, et je donne d'ailleurs, je détaille beaucoup les critères qui me permettent de dire ce qu'il faudrait faire. Parce que quand un économiste c'est normatif, il faut faire cela. Il ne faut pas qu'il oublie de rappeler quels sont les critères qui permettent de lui dire il faut. Bon. Donc oui, je dis ce qu'il faudrait faire. Je dis aussi dans le livre quelles seraient les conditions étatiques pour pouvoir le faire. Ce qui passerait par un État européen, une confédération beaucoup plus fort qu'il n'est aujourd'hui. Bon. Alors on me dit, mais ça, regarde ce qui se passe en Europe, c'est pas demain qu'on aura ça, donc ce que tu dis n'a aucun sens. Mais j'assume complètement que quand on veut réfléchir aux politiques pour les 10 prochaines années, il faut savoir quel est l'objectif à long terme. On peut pas comme ça y aller en tâtonnant, même si le pas de tâtonnement, c'est 10 ans. Moi, je me place à 30 ans. Bon. Et sur la base d'un certain nombre de critères, s'il y a 30 ans, il faut qu'on vive dans un monde vivable. Bon, complètement. Bon. Et deuxièmement, ce qui va nous le permettre en partie, c'est la révolution informatique, mais clairement la révolution informatique a de graves inconvénients. Bon, non pas qu'elle détruise des emplois, tant mieux, ça c'est le progrès technique dans son essence qui continue, mais que simplement elle est partie à l'assaut de notre temps de cerveau disponible et ça fait des ravages. Bon. Donc
j'assume, je ne dis pas ce qu'il faut faire dans les 10 prochaines années, je ne dis pas demain, bien sûr, mais dans les 10 prochaines années, je dis voilà ce qui serait souhaitable d'atteindre. Bon. J'en profite pour dire, parce que ça me paraît tout aussi important, et c'est dans le prolongement de ce que disait Cyprien. Je pense aussi que les questions d'inégalité aujourd'hui se posent en termes d'usage du temps aussi. On les connaît en termes de revenus, de patrimoine, voire d'accès à l'école, d'accès à la santé, etc. Mais comme le temps, c'est la ressource ultime, bon, elle se pose aussi en termes d'usage du temps. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas accès aux usages qui seraient les plus valorisés à ses yeux du temps. Tout le monde n'a pas accès à des métiers où faire le métier a une valeur intrinsèque très forte, et pas seulement une valeur monétaire. Bon, il y en a, heureusement. Bon. Tout le monde n'a pas accès au temps de loisirs qui sont par ceux qui les ont jugés les plus satisfaisants, la culture, etc. Oui, c'est pas pareil d'être formé à pouvoir apprécier un événement culturel que de s'abrutir sur TikTok ou Instagram. Bon, donc, ce qui me paraît très important, c'est qu'il faut élargir la liberté de chacun à faire l'usage de son temps qui, à ses yeux, est le meilleur. C'est son jugement. C'est le revenu universel que Alors, vous voulez nous... Oui, donc ça veut dire que c'est ça. Il faut réduire les inégalités dans l'accès aux usages les plus favorisés, les plus étendus. Et ça passe par la possibilité de ne travailler que 2 heures par semaine, que 2 jours par semaine. Je pense par exemple je suis contre le revenu universel, il y a un autre débat. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, on ne peut pas se permettre de payer des gens à surfer à Malibu, il y a trop de choses à faire. Mais par contre, je suis pour un revenu de base pour 2 heures de travail par semaine, mais conditionné à ce qu'on rende service. On rende service aux autres, à la nature, etc. Voilà. Et qui soit au niveau du SMIC actuel. Et je pense qu'on peut parfaitement faire ça en 10 ans. Bon. Donc, voilà, il y a une dimension importante. La réduction, l'augmentation, le partage, le meilleur usage, la liberté de choisir beaucoup plus entre temps de travail, temps de loisirs, d'alterner ça dans l'année, etc. Toutes ces libertés-là me paraissent très importantes. Alors encore une fois, c'est l'objectif. Je ne sais pas comment on y va. Eh ben, essayons de prendre ça au sérieux. Peut-être, Alexandre Georgiev, est-ce que vous pensez qu'on peut, comme ça, sortir tout un pan de l'économie du secteur lucratif ? Est-ce que ça vous convainc ? EHPAD, hôpitaux, petite enfance, agriculture ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, la question est vaste. Ce que je dirais simplement, c'est que je partage en grande partie l'idéal de Pierre-Noël Giraud. Simplement, ça dépasse la seule question de la transition écologique et même de la transition numérique. C'est-à-dire que moi, ce dont j'ai parlé, c'est basé sur la seule contrainte de l'objectif de la transition net zéro d'ici 2050. Donc, j'ai parlé de secteurs qui étaient polluants, d'autres qui étaient plutôt verts. Parmi les secteurs verts, il y a énormément de choses en fait. Il y a le soin dont parle Pierre-Noël. Il y a, je parlais ensuite des pompes à chaleur et tout ça. Donc en fait, il y a plein de choses. Et la manière d'orienter les choix vers quel secteur vert on s'oriente, ça fait appel à tout un champ de politique publique qui dépasse presque la question de la transition écologique, voire, qui sont des politiques de santé, politiques de temps de travail, politiques d'éducation. En fait, c'est un débat qui est au-delà du seul débat de la transition écologique. C'est un débat sur le modèle de société et ce qu'on veut voir devenir. Donc finalement, je dirais pas que je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Simplement, moi, je me limitais à des choses plus terre à terre, pas pour vous qualifier de rêveur, mais disons plus directement liées à la transition net zéro et à quel secteur était en accord ou non avec cette transition. Et parmi les transitions possibles, il y a une multitude de transitions possibles et je suis celle de Pierre-Noël, effectivement une transition que je trouve plutôt attractive, si je puis dire. Juste sur la transition écologique qui n'a pas encore commencé, alors je voulais dire, non, c'est pas, on est au début, mais clairement, on observe, nous, à l'OCDE, que ça a commencé. C'est-à-dire que je n'ai pas montré mes chiffres, mais on voit que quand on regarde le taux de croissance
des nouveaux emplois verts, on voit que le taux de croissance est bien supérieur au taux de croissance du reste des emplois. Et on voit aussi qu'il y a une diminution des emplois dits polluants au cours des 10 dernières années. Donc la transition a bien commencé. C'est le début, mais ça a commencé. Bon, voilà une première bonne nouvelle. Est-ce que, Cyprien Battu, vous avez une idée quand même pour, j'insiste, faire un premier pas dans cette transition rêvée et partagée par vos collègues? Oui, mais enfin, là encore, transition vers quoi? Mais pour là aussi abonder dans le sens de Pierre-Noël Giraud, je suis tout à fait aussi dans la même optique que c'est important de donner plus de contrôle aux personnes sur leur temps et sur leur temps travaillé. C'était un peu d'ailleurs l'objectif de mon intervention. C'est pour parler de qui décide du temps travaillé. Il faut savoir d'ailleurs, il n'y a pas une seule manière de réguler le temps de travail, et on a des pays en Europe qui donnent beaucoup plus de liberté aux personnes de choisir comment ils travaillent et combien de temps ils travaillent. Par exemple, si on regarde les Pays-Bas, dans les Pays-Bas, si aujourd'hui j'ai envie de passer à 80% du temps de travail dans mon emploi, alors que j'étais à 100% avant, j'ai le droit de le faire. L'employeur est obligé d'accepter ça. Donc c'est d'ailleurs un des pays où le taux d'emploi, par exemple féminin, est un des plus élevés en Europe. Et ces deux choses ne sont pas indépendantes. Par contre, évidemment, il y a un coût à cela, c'est que ça a aussi créé des inégalités extrêmement fortes sur l'utilisation du temps partiel entre hommes et femmes dans ce pays-là. Mais donc il faut savoir de ce qu'on veut à la fin. Mais tout ça pour dire qu'il y a des possibilités de justement donner aux personnes plus de contrôle sur comment ils utilisent leur temps. Mais l'autre façon de le faire, c'est aussi de relâcher les contraintes qui les obligent à utiliser leur temps d'une façon ou d'une autre. Ce qui nous oblige à travailler la plupart du temps, c'est la question du revenu. Donc évidemment, dans ce cas-là, une proposition comme celle de Pierre-Noël Giraud va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a un revenu de base qui est indépendant, qui est conditionné au fait qu'on travaille, mais qui ne dépend pas du contenu de ce travail-là. Donc voilà, je vais plutôt dans... Je trouve ça très intéressant en tout cas. Pardon, moi je veux bien savoir un tout petit peu plus sur cette proposition de on travaille, c'est-à-dire qu'on a un revenu de base. Vous vous dites il faut un RSA qu'on met au niveau du SMIC et il suffit de travailler 2 jours par semaine pour y avoir droit, c'est ça? Et le reste du temps, on se consacre à ce qu'on veut ou à des activités qui sont collectivement valorisées, du type soins des anciens, des petits, de l'écologie? Les 2 jours par semaine doivent avoir une utilité sociale affirmée. Et le reste du temps est libre. Mais le reste du temps, non, on fait ce qu'on veut. Mais voilà, ça reviendrait à doubler, ça reviendrait à tripler le RMI actuel, voilà. Mais à le rendre conditionnel. Moi, je pense qu'en 10 ans, c'est parfaitement possible, ça, dans les politiques publiques, parce qu'on peut revaloriser monétairement ce revenu de base, mais on peut aussi faire en sorte, dans la transition écologique, comme j'y ai fait allusion, qu'on produise enfin des artefacts d'entrée de gamme très bon marché. Moi, j'ai étudié le prix de l'automobile entrée de gamme Renault depuis 1945. Alors, évidemment, ça baisse d'abord, 4 chevaux, 4L, etc., R5, et puis maintenant, ça remonte, parce que les R5 électriques... Donc, alors qu'on aurait pu faire une voiture très, très robuste à très bas prix. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Donc, si on joue là-dessus et sur le relèvement monétaire de ce qui serait le revenu de base minimum qui permettrait à tous ceux qui le veulent de ne travailler, entre guillemets, que 2 heures par jour. Mais le reste du temps, ils peuvent faire du bénévolat dans les mêmes secteurs. Hein, ça, et pourquoi pas? Même ils seraient incités à le faire. Mais enfin, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et qui aurait envie de se coltiner le marché du travail si on peut travailler que 2 jours par semaine? Mais j'ai pas bien compris. Que certaines, vous dites, on pourrait considérer que dans certains soins, enfin dans certaines activités à haute valeur sociale, on travaille que 2 jours par semaine, le reste du temps, on en est libre. Est-ce qu'on va vers l'extinction de toutes les activités qui n'ont pas de grande valeur sociale, ou on continue à avoir une espèce de monde parallèle, lucratif? Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Alexandre. Enfin, je veux dire, le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui ne va pas diminuer tant que ça. Il va se transformer de l'intérieur, mais bon.
Non, mais il faut bien voir que le revenu universel, ça permet de vivre, mais vraiment très sobrement. Hein, dans mon hypothèse, c'est un peu mieux que le RMI actuel qui, franchement, si on n'est pas logé, ne permet pas de vivre, quoi. Donc, il permet de vivre, mais très sobrement. Donc, il faut ouvrir simplement la possibilité à certains d'adopter ce style de vie. Je vis très sobrement, mais je ne travaille que 2 jours par semaine, en plus à faire des choses dans le domaine du soin au sens très large que je trouve agréable et utile à la société. Voilà. C'est une proposition. Alors du coup, c'est pas utopique, ça. Hein. Franchement, ça peut se faire. Hein. J'ai juste un tout petit mot pour les organisateurs. J'ai pas le code de la tablette, ce qui me permet pas d'accéder du coup aux questions si vous en avez. J'aimerais qu'on rentre un peu plus précisément dans la question de la révolution informatique. Je voudrais qu'on évoque les grands modèles. On dit LLM, les grands modèles linguistiques. Donc, ce sont des programmes d'intelligence artificielle. Vous les connaissez. ChatGPT, c'est capable de reconnaître et d'interpréter le langage et de produire du texte. Pour vous, Alexandre Georgiev, parce que c'est ce que vous qui l'observez sûrement de plus près, là, on a une vraie rupture technologique fondamentale et ça va vraiment transformer le travail plus que ce qu'on a vu quand même de l'informatisation qui a été une révolution très progressive, en fait, où on reste dans la continuité automatisation classique. Alors ouais, c'est tout le débat, en fait, de savoir si on est face à un phénomène d'automatisation comme on en a vu dans le passé, ou si c'est quelque chose de qualitativement différent. C'est un peu difficile c'est un peu une réponse d'économiste, mais c'est un peu difficile de répondre à la question maintenant. C'est un peu dans le sens où, alors il y a quelques raisons de penser que certains disent effectivement le développement est extrêmement rapide par rapport au passé. La question, c'est comment on mesure le développement. Est-ce que les gains de productivité potentiels sont si grands que ça? Pour qui? Pour quelles activités? Donc il y a beaucoup de questions en suspens. Peut-être quelque chose de rupture aussi, c'est que peut-être pour la première fois, ou peut-être pas, en tout cas, ce qui est rare avec cette révolution technologique-là, c'est qu'il y a des emplois qualifiés qui sont aussi menacés ou, disons, affectés par cette automatisation. Donc, comme je l'ai dit, c'est vrai que quand on regarde en agrégé, les salariés peu qualifiés sont les plus à risque de voir leur profession transformée, mais on voit quand même un certain nombre de salariés qualifiés qui, eux aussi, finalement, voient leur travail à risque de transformation, voire même à risque de disparition. Il y a récemment eu pas mal d'articles de presse sur les rédacteurs de contenu web ce qu'on appelle création de contenu, qui finalement voyaient l'intégralité de leur travail en fait pris par les LLM. Donc il y a quelques exemples comme ça, et en général c'est pas forcément les emplois moins qualifiés. Donc disons que c'est une révolution qui est assez spécifique. Elle présente des différences assez notables par rapport aux révolutions précédentes, notamment celle-ci. Après, de là à dire qu'on est sur quelque chose qui est complètement, radicalement différent, je pense que peut-être encore trop tôt pour se prononcer. Je ne saurais pas dire exactement. Et Cyprien Mathieu, est-ce que vous voulez réagir à cette question de la transition informatique en cours, ou je vous dis une des questions que le public nous envoie? Alors, une des questions. Elle est plutôt pour vous, Pierre-Noël Giraud, mais bon, on peut tous y réfléchir. C'est cette question du poids que prendrait l'État. Alors, vous nous avez dit, l'idée, c'est d'avoir un secteur qui n'est pas lucratif, qui n'est pas pour autant un secteur public, un service public. Mais voilà, comment est-ce que vous n'allez pas, dans cette société, utopique ou pas, mais enfin, en tout cas, vers laquelle on peut tendre, et il y a un certain consensus qui se dégage de ce point de vue-là, quel rôle pour l'État? Vous avez parlé des contrats avec les ONG, est-ce que vous pouvez développer un peu? Si vous voulez, dans une démarche, vous commencez par vous poser la question de savoir ce qui est souhaitable, et qu'ensuite vous examiniez les moyens de produire cet ensemble de biens-services, et que vous vous aperceviez que qualitativement, la production de certains d'entre eux est incompatible avec la recherche du profit maximum. Il faut être logique. La conséquence, c'est que ce secteur-là, il faut le sortir, je n'ai pas dit qu'il faut l'étatiser, il faut le sortir de la logique du profit et remplacer ça par une logique de maximisation de la qualité à coût donné. Et non pas de minimisation du coût
un service donné. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Dans un Orpea, vous économisez sur les couches, vous êtes récompensé. Bon. Donc, si on pense qu'il nous faut beaucoup plus de ces activités, la conséquence logique, c'est qu'elles doivent sortir de la sphère privée. Maintenant, moi, je connais la bureaucratie d'État. Donc, je dis qu'il faut trouver des façons de produire ces biens-services dans une logique non-profit, mais pas forcément par l'État lui-même. Alors, j'ai cité des ONG mises en compétition entre elles, etc. Mais on peut aussi avoir des agences de l'État relativement indépendantes. Mais dans mon livre, je propose même de faire comme la fondation Bill Gates, par exemple. C'est une fondation privée qui fournit des biens publics. Bon. On pourrait dire que tous les milliardaires, à leur succession, on ne distribue pas les milliards à leurs enfants, on leur donne 30 millions, quoi. C'est pas mal pour commencer dans la vie. Et puis tout le reste, on leur dit où on vous le prend, mais pour un fonds qui va financer la transition, ou alors vous faites une fondation comme Bill Gates et vous rendez des services publics, vous faites des biens publics sur un cahier des charges fixé par l'État. Donc vous voyez, ce genre d'activité peut être faite par l'État, 100% bureaucratie d'État, par des ONG en compétition entre elles, par des fondations privées. Voilà, mais il faut bien que ce secteur, si on veut que ces services représentent la moitié de la consommation, représente la moitié de l'activité. Voilà. Une autre question intéressante, c'est celle de la formation, puisque vous nous avez parlé, Pierre-Noël Giraud, de l'avenir des conseillers de McKinsey qui risquaient d'être le chômage, si j'exagère, mais il y a un peu de moindre utilité. Et de votre côté, Alexandre Georgiev, vous avez pointé les difficultés des travailleurs les moins qualifiés à prendre le cap de ces transitions. Pour notre auditeur, il y a là un peu une contradiction. Alors est-ce que Cyprien Battu, vous voulez résoudre cette contradiction ? Donc, sur la formation, effectivement, dès qu'on a une transformation structurelle sur le marché du travail, comme la transition climatique, mais comme l'intelligence artificielle, on a toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on change la valeur relative des compétences sur ce marché du travail. Donc, d'un côté, on a des compétences qui gagnent en intérêt, et donc sur certains segments du marché du travail, on va avoir des pénuries. On ne va pas avoir suffisamment, par exemple, de programmeurs, mais on ne va pas avoir suffisamment d'installateurs de pompes à chaleur, etc. Donc c'est toute la question des pénuries de main-d'œuvre. Et de l'autre, on a un problème de chômage dans les parties du marché du travail où les compétences deviennent relativement dévalorisées. Et donc, par exemple, si l'intelligence artificielle rend certains types de travail intellectuel caducs, et ça pose un problème pour l'emploi de ces personnes-là. Et donc, la solution qu'on a toujours envie de mobiliser, c'est de dire, c'est très simple, on a juste à reformer les personnes qui ont des compétences dévalorisées et leur donner les compétences qui sont nouvellement valorisées. Sur le papier, impeccable. Sur le papier, c'est super simple, en fait. Et c'est pour ça que la plupart tout le monde, de l'OCDE jusqu'au ministère du Travail, vont proposer cette solution-là. Le problème, c'est que quand on regarde la plupart des politiques de formation, leur efficacité est limitée. Pourquoi ? Et il y a très peu en fait, quand on regarde par exemple le cas du compte emploi formation en France, il y a très peu de personnes qui l'utilisent. Alors même que les conditions sont plutôt favorables. Parce qu'on a tendance à sous-estimer le coût d'opportunité qui est lié à la formation. Quand on se forme, on ne fait pas autre chose. Et quand on est chômeur et qu'on se forme, par exemple, on va trouver un emploi moins vite. Et souvent, ces programmes de formation, ils n'ont pas forcément un retour sur investissement qui est si favorable à la personne. Donc pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de gens, se former, c'est pas si intéressant. Et ça explique pourquoi, au final, le taux d'utilisation de ces programmes sont pas si élevés. Pour quelqu'un qui a 40 ou 50 ans, et le rendement qu'il faut que le programme de formation ait pour qu'il soit vraiment, même purement économiquement intéressant, il doit être extrêmement élevé, il doit être plus de 10 à 15%. Si vous trouvez des investissements qui ont des taux de rendement à 10, 20, 15%, il faut me contacter et on peut trouver une solution. Mais
Mais c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que souvent il faut que ces formations elles soient intégrées en réalité dans un projet professionnel, qu'on en discute avec son manager avant, qu'il vous montre le catalogue. En fait, oui, apprendre l'anglais, si c'est pour avoir le poste d'au-dessus, peut-être que ça peut marcher. Mais bon, c'est intéressant cette idée du coût en fait d'opportunité de la formation pour la plupart des travailleurs. Vous voulez ajouter? Oui, moi je... Bon, alors, je ne veux pas sortir ma carte de visite, mais enfin, sur les questions de la révolution informatique, j'ai été pendant 10 ans au service, au conseil scientifique d'Orange, qui est évidemment le premier chef concerné par tout ça. Et justement, dernièrement, le directeur de la recherche m'a demandé ce que je pensais des LLM. Et est-ce que ça allait être simplement une prolongation de l'IA qui existe depuis 20 ans déjà, ou alors est-ce que ça allait introduire une rupture? Alors je lui ai fait une réflexion un peu philosophique, mais qui l'a intéressé, lui qui connaît le sujet. Je lui ai dit, écoutez, bon, ce qui caractérise Sapiens, c'est le langage. Bon. Quand pour la première fois des robots se mêlent de manipuler du langage, d'en produire, je pense que ça va être une révolution d'un type un peu différent. Voilà. Simplement parce que le langage c'est ce qui nous fait. On pense, on travaille, on communique avec le langage. Et jusqu'ici, les robots ne s'occupaient pas du langage, ils s'occupaient des chiffres. Voilà. Je pense que ça va changer quelque chose. Il nous reste encore 12 minutes dans cette conférence, mais il y a une question qui n'a pas été très, très travaillée encore, c'est celle de l'envers en fait, du temps de travail, le temps des loisirs. Vous en avez un tout petit peu parlé, Pierre-Noël Giraud, en disant que là aussi la révolution informatique était venue manger ce temps avec la captation de l'attention par les plateformes, les réseaux sociaux. Je voulais savoir comment on pouvait s'en prémunir, si vous y avez un peu réfléchi. Et puis Cyprien Battu, je voulais aussi que vous reveniez sur cette question du jour férié, parce que c'est quand même une question d'actualité en ce moment. On réfléchit à supprimer quand même un temps qui est un temps normalement de loisir. Bon, tout ça pour rapporter de l'argent. Vous nous avez dit que c'était pas si automatique. Peut-être Cyprien Battu d'abord, et puis Pierre-Noël Giraud, comme ça, vous pourrez nous ouvrir la question des loisirs. Oui. D'abord, il faut savoir que la suppression du jour férié, on l'a déjà fait pour financer la 4e branche de la sécurité sociale. Et en fait, ça ne marche pas comme on le pense. C'est-à-dire qu'on a effectivement un jour férié en moins, mais concrètement, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas le cas, parce que l'entreprise a décidé de le laisser férié. Donc ça, c'est une première chose. Et en fait, comment ça marche? C'est une taxe sur la masse salariale de l'entreprise qui est reversée pour le financement de cette 4e branche. Donc en fait, on dit on supprime un jour férié, c'est pas vraiment ça. C'est une taxe sur la masse salariale qui va directement à l'État. Ok. Et c'est une taxe qui le travailleur travaille alors sans être payé. Oui. C'était censé être un jour férié, ça ne l'est plus. Il travaille et l'entreprise paye une taxe. Exactement. À l'État. Et il travaille peut-être pas. C'est ça qui est le point important. C'est-à-dire que l'entreprise peut choisir de ne pas le faire travailler. Donc en fait, c'est pas vraiment une suppression de jour férié pour le cas du financement de la 4e branche. C'est une taxe sur la masse salariale qui est égale à 0,2% de la masse salariale, parce que si on enlève, il y a environ 250 jours ouvrés par an, et si on divise 1 sur 250, c'est 0,2%. Mais donc c'est un impôt supplémentaire que l'entreprise décide ou non de répercuter sur son salarié, en termes de temps. Exactement. En temps, d'accord, de Exactement. convertir en temps. Okay. Donc là, j'imagine que si on veut continuer je ne sais pas si le sujet, c'est exactement la même façon de faire. Mais donc c'est important de dire, vous voyez encore, on veut réguler le temps de travail, mais en fait c'est autre chose, c'est une taxe, c'est pas une baisse du temps de travail, une augmentation du temps de travail. Et sur les jours fériés, là encore, la question c'est est-ce que si on travaille 251 jours plutôt que 250 jours, on va vraiment avoir une augmentation de la production de 0,2% en plus sur la période. Et en fait, ça dépend de si le rythme de l'activité est déterminé par uniquement l'offre ou la demande. Si le rythme de l'activité est contraint, qu'on le fasse en 251 jours ou 250 jours, ça n'aura pas de différence sur la production à la fin. Si par contre on est dans un secteur où travailler plus permet effectivement de produire plus, là peut-être qu'il y a une question. Mais en tout cas, l'effet, il ne sera pas proportionnel à juste la question de ce jour férié. Pierre-Noël Giraud, est-ce que vous nous dites un mot de ce temps de loisir qui n'en est pas? Parce que c'est quand même ça le combat. La ressource la plus rare, c'est le temps. Comment remettre la main dessus?
Oui, non, mais je ne dirais pas c'est du temps de loisir qu'il n'y en ait pas un, parce que quelqu'un qui passe 2 heures sur Instagram, on peut considérer que c'est un loisir, mais non, c'est ce que j'appelle l'assaut des plateformes sur notre temps de cerveau disponible. Parce que, elles nous informent ou nous désinforment, elles nous manipulent, elles nous prennent beaucoup de temps, etc. Alors, comment faire ? Bon, moi j'ai un esprit un peu libertaire, c'est-à-dire je ne suis pas pour interdire. Il faut interdire un usage excessif aux enfants et aux adolescents, ça d'accord. Mais ensuite, bon, alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est quand même réguler les plateformes pour que les contenus néfastes pour la société soient moins nombreux, supprimer, on ne peut pas supprimer la publicité sur les plateformes parce que c'est des entreprises privées, bon. Mais on peut exiger qu'elles proposent le même service sans publicité, mais pour un prix qui soit raisonnable, pas comme ils font en ce moment. C'est-à-dire pour le coût marginal, quoi. Et, bon, un utilisateur de plus, ça leur coûte combien ? Ben d'accord, on lui facture s'il ne veut pas de publicité. Voilà. Et puis, l'idée générale, c'est que dans cette affaire, quand même, comme on dit souvent, comme disent les spécialistes, le web se construit par le bas. Il se ferme par le haut. Les plateformes se ferment par le haut, mais il se construit par le bas. Tous les contenus sur le web, c'est des contenus fabriqués par les internautes eux-mêmes. Donc, il faut aussi que la société des internautes, sur ces questions, s'organisent, prennent des initiatives, dénoncent les excès, détruisent la réputation des plateformes, etc. etc. Donc, je veux dire, on est au tout début de ce processus. Hein. Il va falloir que la civilisation apprenne à maîtriser ça, quoi, parce qu'il y a des forces très puissantes pour, à la limite, qu'on passe tout notre temps sur les écrans. Hein. Et en plus, il nous incite à... Parce que c'est financé par la publicité, donc il nous incite à consommer. Donc ça, évidemment, ça a des effets sur la transition écologique. Bon. Moi, je suis pour l'interdiction de la publicité dans l'espace public. Moi. Je ne comprends pas comment cette mesure aussi simple, on ne l'a pas déjà prise. Mais je me promène en taxi dans la rue, mais tous les 20 mètres, il y a une incitation à consommer. C'est ridicule. Alexandre Georgiev, je ne sais pas si l'OCDE a beaucoup travaillé sur la publicité dans l'espace public, mais peut-être sur ce que nous dit Pierre Giraud de la nécessité de réguler les plateformes. Non, je pense que ce dernier point, ça rejoint le point plus général du financement. Pierre-Noël Giraud parlait tout à l'heure, soit donner à l'État d'imposer une grande partie des profits des très riches pour soit le redonner à l'État, soit le donner à soit leur imposer une action associative via les ONG. C'est un peu la même question, c'est à qui on donne le mandat de délivrer les services publics ou les services nécessaires en termes de transition écologique. Est-ce qu'on estime que c'est à l'État via la redistribution ou est-ce qu'on estime que c'est via ce qu'on pourrait appeler entre guillemets la charité des personnes très riches qui décident elles-mêmes via comme Bill Gates qui décide lui-même. Moi je pense que c'est ça la priorité pour la transition écologique. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a une question derrière qui est vraiment une question de démocratie, de qui a le pouvoir de faire les choses et comment. Après, de façon très modeste, c'est un peu lié à cette histoire d'espace public, parce que si quelque part les revenus publicitaires sont utilisés pour rénover les bâtiments, pour délivrer des services publics aussi, alors que ils pourraient venir de l'État à la place. Donc voilà, c'est la question de ce qu'on finance par le privé ou par le public, et derrière ça, c'est une question de démocratie qui décide les gens qui ont l'argent ou l'État. Cyprien Battu, je reviens vers vous parce qu'il y a une question qui permettrait que vous développiez un des points que vous avez mentionnés. Et quelqu'un me demande, doit-on rentrer dans un modèle de décroissance ? Et ce que vous avez très rapidement évoqué, et je voudrais que vous nous en reparliez, c'était l'idée qu'en travaillant moins, eh bien, on allait vers la transition écologique plus vite. Et vous nous avez dit que ça ne marche pas, vraiment. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce raisonnement ? C'est pas que ça ne marche pas, c'est juste qu'il y a probablement des manières plus efficaces de le faire. C'est ce qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'on peut... Donc, travailler moins, ça marcherait. On travaillerait tous moins, comme dans le modèle Si travailler prévu. moins, ça veut dire produire moins, et produire beaucoup moins, en quelque sorte. On pourrait à un moment imaginer qu'on produit plus du tout d'émissions, parce qu'en fait, on ne produit plus. Donc effectivement, oui, on peut toujours arriver à décarboner l'économie par ce moyen-là. Il me semble juste qu'il y a d'autres manières de le faire. C'est-à-dire en remplaçant les capitaux bruns par les capitaux verts, c'est-à-dire remplacer tout ce qui émet les émissions par du
du capital qui n'en émet pas, en changeant les comportements de consommation. Et tout ça, ce n'est pas travailler moins, c'est juste travailler effectivement différemment et autrement. Et à mon avis, c'est beaucoup plus efficace, un petit peu plus rapide et probablement aussi moins douloureux. Parce que la plupart des personnes qui sont ici ont envie de travailler. C'est peut-être ce qu'on n'a pas assez dit aujourd'hui, hein, mais la plupart des gens ont envie de... Et quand on n'a pas la possibilité de travailler, on est en général assez malheureux. C'est quand on regarde le coût de la perte d'emploi sur à la fois le revenu, mais aussi tout simplement le bonheur dans la vie, il est assez clair. Mais donc voilà, tout ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours décarboner en arrêtant de produire et du coup en décroissant, si on veut utiliser ce mot-là, et donc du coup en travaillant beaucoup moins. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus efficace? J'ai l'impression qu'on a envie plutôt de chercher justement dans ces autres voies. Pierre-Noël Giraud, peut-être un mot de conclusion pour les 2 minutes qui nous restent, cette envie de travailler quand même. Oui, ou alors je rebondis sur la dernière intervention d'Alexandre pour laisser le sentiment que ce débat ne peut pas être conclu, que c'est un débat qui est juste lancé. Je veux dire, c'est pas la question de laisser au privé le soin de décider des productions qui sont bonnes pour le peuple. Bien sûr, c'est l'État qui décide. Dans le cas de la fondation Bill et Melinda Gates, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans mon système, ils seraient obligés soit de donner la partie taxée de l'héritage, sur les très très gros patrimoines, je pense que ça doit être quasiment 100%, soit de le verser au trésor public, soit de financer des associations non-profit sur un cahier des charges défini par l'État. Hein. Donc c'est une délégation, quoi. L'État est fondamentalement celui qui décide des choix et qui finance, mais il n'est pas obligé de tout faire lui-même, quoi. Voilà. Très bien, bah écoutez, on s'arrêtera sur ce mot-là avec quand même la dernière question qu'un auditeur m'a envoyée, mais je laisse le public y réfléchir, c'est « Êtes-vous heureux ?» Voilà, donc c'est la question finale. Merci à tous, Pierre-Noël Giraud, Cyprien Battu, puis Alexandre Georgieff. Bonne suite d'après-midi.